Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook de la Cité des métiers des Côtes d'Armor pour suivre en direct ce soir le lancement de la série des métiers des portraits scientifiques de l'agglomération de Saint-Brieuc. Je suis Anne-Laure Manac, chargée de communication à la Cité des métiers des Côtes d'Armor, accompagnée de Pauline Rouxel, conseillère à la vie professionnelle à la Cité des métiers. Nous sommes en direct avec vous ce soir. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires. Nous y répondrons le plus simplement et le plus rapidement possible. Pauline, peux-tu nous présenter dans quel contexte a été réalisé ces portraits ? Donc en fait, l'objectif de ces portraits scientifiques, c'est de mettre en valeur un peu le territoire de Saint-Brieuc Agglomération. Donc à cette occasion, vous pourrez découvrir des métiers scientifiques qui s'exercent près de chez vous. En fait, la science, elle est partout et elle est accessible à tous et nous allons pouvoir les découvrir aujourd'hui. Pour commencer cette soirée, nous allons découvrir le portrait d'un chargé de mission scientifique qui travaille à Vive-Armor et d'une responsable d'équipe environnement offshore qui travaille à El Marine. Je m'appelle Anthony Sturbois, je travaille à l'association Vive-Armor Nature en tant que chargé de mission sur la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc. Mon métier consiste à questionner la baie pour mieux comprendre son évolution, les différents habitats qui s'y trouvent, son fonctionnement et puis à terme pour améliorer sa conservation. Mon travail consiste à coordonner les études et les suivis qui sont mis en œuvre sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc pour mieux comprendre comment elle fonctionne. Et donc ça inclut l'étude de différents éléments naturels, des oiseaux à la végétation, en passant par ce qu'on appelle la macrofaune benthique, c'est tous ces petits crustacés invertébrés verts qui vivent dans le sédiment de la baie et qui servent de ressources alimentaires pour les oiseaux notamment. À peu près un tiers de travail de terrain, un tiers de labo, un tiers de bureau pour valoriser les résultats. Et des fois, ces 3 tiers se situent dans la même journée et des fois, ils peuvent s'enchaîner sur 3 ans complets, c'est-à-dire une année de terrain et puis 2 ans d'études et de valorisation des résultats derrière. Dans les études scientifiques sur notre réserve naturelle, il y a deux grands aspects. Il y a les suivis, ce qu'on appelle en routine, qui servent à évaluer le nombre d'oiseaux 2 fois par mois. Et donc dans ces cas-là, ça suit un petit peu la saisonnalité et puis le rythme des marées qui nous impose de compter les oiseaux à certains moments particuliers. Et puis il y a des grandes études un peu plus ponctuelles, mais qui servent à répondre à des questions de fonctionnement plus importantes. Et là, dans ces cas-là, ça va arriver... Ça va être programmé soit en fonction de la saison, si la saison est importante, ou soit en fonction des différents moyens qu'on va réussir à mobiliser. Mener des études en interne sur la réserve naturelle, ça demande des compétences naturalistes, c'est-à-dire des connaissances sur la faune et la flore, être capable de maîtriser des techniques de laboratoire pour mesurer certains paramètres que l'on souhaite étudier. On doit être capable de travailler avec des scientifiques très pointus et puis à un autre moment de vulgariser des résultats de manière très simple pour le grand public ou les décideurs. Et c'est cette capacité à transmettre un message et à fédérer des équipes autour de la réserve naturelle et de notre métier de scientifique en espace naturel protégé, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut être polyvalent, curieux, puisque travailler dans une réserve naturelle, ça demande de s'intéresser à des problématiques et à des sujets complètement différents. Et puis une certaine rigueur et une constance dans le travail, puisque mener une étude depuis le terrain jusqu'à la valorisation des résultats sous différentes formes, ça demande un petit peu d'endurance. Quand il fait beau, en général, c'est des métiers idylliques, mais il y a certaines fois, on va en mer, on va sur le terrain quand il y a du vent, de la pluie, donc il faut s'adapter à ces conditions météo particulières. On peut être amené à travailler ponctuellement de nuit ou le week-end, ça peut être vu comme un inconvénient par certaines personnes. En laboratoire, il faut toute la minutie et puis aussi le respect de certaines règles de laboratoire, puisqu'on utilise des produits, des protocoles des fois parfois assez stricts. Et puis l'environnement bureautique classique avec la maîtrise de certains logiciels particuliers. Après un bac scientifique, je me suis tourné vers une formation assez technique de BTS Gestion et Protection de la Nature et un certificat de spécialisation. Ça m'a permis d'acquérir des techniques d'études et de mise en œuvre de protocoles sur le terrain. Et puis après, j'avais envie aussi de contribuer à l'analyse des résultats qu'on pouvait obtenir sur le terrain. Donc j'ai enchaîné par un cursus assez classique en fac, des formations professionnalisantes. Et puis là, je viens de
clôturer un petit peu mon parcours de formation avec un doctorat que j'ai réalisé dans le cadre de mon travail et du programme de recherche Restroff Baie de Saint-Brieuc qui est coordonné par Vive Armor Nature. La place d'un scientifique dans une réserve naturelle, c'est intéressant puisqu'il y a une certaine maturité qui se développe sur le long terme. On est amené à jouer avec des jeux de données issus de différents éléments naturels. Et donc ce qui est intéressant quand on a une carrière qui commence à devenir un peu longue sur un espace comme une réserve naturelle, c'est qu'on va être capable de relier les différents éléments entre eux vraiment pour mieux comprendre son fonctionnement. Le métier de scientifique dans une réserve naturelle, il évolue en fonction des questions qui se posent. Et aujourd'hui, je suis en train de finaliser le programme Restroff et peut-être que demain, on s'intéressera plus à la distribution des oiseaux dans la baie et donc ça va mobiliser différentes techniques et différents partenariats. Dans le cadre de ce programme Restroff Baie de Saint-Brieuc, Restroff pour réseau trophique, donc ce programme il a pour but d'analyser un petit peu l'évolution de la baie durant les 30 dernières années et puis son fonctionnement. Et donc ce qu'on a pu montrer, c'est une certaine stabilité des habitats sur l'intertidal, donc des habitats composés de la macrofaune benthique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis à l'inverse, sur la partie subtidale, donc sous le niveau des plus basses mers, des changements plus importants, et notamment une dégradation qui pourrait être liée à certaines activités humaines. Toutes les filières peuvent toujours se rejoindre à partir du moment où la personne est motivée. Et de ne pas attendre les opportunités de stage dans les cursus scolaires, mais commencer déjà à venir à la rencontre des associations ou des chercheurs pour se forger déjà une expérience et voir ce qui plaît, tout simplement. Marie Tabar, je suis adjointe au responsable développement Iberdrola France et sur le projet Elmarine, je suis plus particulièrement en charge et responsable de l'équipe environnement permitting. La première, c'est l'obtention de tous les permis qu'il est nécessaire d'avoir pour construire le parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc. Le deuxième, c'est de s'assurer que ce projet est bien construit et bien en adéquation avec l'ensemble des permis qu'on aura obtenus. Et puis le troisième, c'est travailler sur toutes les mesures, éviter, réduire, compenser et les suivis environnementaux avant, pendant et après les phases de construction. Écoutez, parce qu'on est vraiment en lien avec le territoire et c'est important de comprendre les attentes locales et de comprendre les questions qu'il peut y avoir. Coordonner parce qu'on est vraiment à l'interface, on est en lien avec du technique, avec du scientifique, avec des services de l'État. Donc il faut être en capacité de coordonner, d'amener tout le monde autour de la table pour arriver à aboutir. Et puis l'innovation, parce que c'est des projets nouveaux, c'est des projets d'ampleur. Donc sur lesquels on va très souvent vers de la recherche et développement également. Je pense qu'il faut aimer le challenge, il faut savoir relever des défis, ça c'est la première qualité qu'il faudra avoir. La deuxième, c'est peut-être être diplomate aussi, parce qu'on est vraiment sur des postes à l'interface, donc c'est important d'être encore une fois à l'écoute et puis comprendre l'environnement dans lequel s'inscrivent ces projets, c'est le plus important. Il n'y a pas de journée type, on traite de sujets très divers et variés. Donc, on a vu l'environnement, mais on peut traiter de problématiques de balisage lumineux pour l'aviation, pour la sécurité maritime. Et puis, c'est un métier donc, sur lequel on a pas mal de déplacements parce que les équipes sont basées à Paris, sont basées à Saint-Brieuc, sont basées à Quirintour. Donc voilà, pas de journée type et beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres et d'échanges avec les parties prenantes. Après mon bac scientifique, j'ai enchaîné à l'université pour une licence de biologie assez généraliste. Et j'ai saisi une opportunité en fait qui était proposée de partir faire une partie de ses études à l'étranger. Donc j'ai profité du programme Erasmus et je suis partie faire ma dernière année de licence en Angleterre, où j'ai commencé à toucher un petit peu la biologie marine et un petit peu le travail en laboratoire avec des projets des mini-projets de recherche. Fort de cette expérience, j'ai souhaité revenir en France pour vraiment avoir des bases solides en biologie marine, mais au-delà de la biologie marine, en fait, dans le milieu marin, donc un peu de physique, de chimie, vraiment comprendre l'environnement marin. Et donc j'ai fait le master de l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. Et à la suite de quoi, en fait, j'ai fait un doctorat adossé à l'école de Portsmouth. Je travaillais sur les interactions entre les macroalgues et le recrutement des invertébrés sur les récifs coralliens. Un premier pas qui m'a donné envie de mieux comprendre les interactions entre l'homme et le milieu, en fait. À l'issue de ma thèse, j'ai souhaité m'orienter vers des projets et comprendre en lien avec l'aménagement du territoire.
leurs incidences sur le milieu, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Donc j'ai rejoint un bureau d'études qui était spécialisé sur les environnements tropicaux initialement. Et puis naturellement, en fait, j'avais envie de m'investir encore plus et donc d'être dans une équipe projet, une équipe qui construit quelque chose pour être au cœur et pouvoir agir au sein d'une équipe qui construit un projet. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint les équipes d'Iberdrola pour travailler au développement du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Il y a une approche qui est vraiment diverse pour être sûr de capter l'incidence du projet et de la mesurer. Donc il y a effectivement des bouées, des instruments qui peuvent être placés en mer. Ce sont des bouées de turbidité, des bouées de mesure du bruit par exemple. Il y a beaucoup de campagnes avec du personnel embarqué, des campagnes qui se font à bord notamment de navires de pêche pour tout ce qui est ressources halieutiques. Il y a des survols de la baie qui sont faits tous les mois pour les mammifères marins et les oiseaux. Il y a des radars qui sont installés à terre, et il y aura des radars en mer en phase d'exploitation et de maintenance. Donc voilà, c'est vraiment un corpus de mesures, ce qui rend ce métier super intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses, parfois vraiment à la pointe, à l'innovation. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est finalement qu'il y a une faible turbidité qui est générée par le projet. Les niveaux de bruit sont acceptables pour la biologie et les espèces qui sont présentes. Il y a eu des gros programmes de recherche et développement qui ont été faits sur le sujet, notamment sur les espèces pêchées. Le futur de mon métier et l'innovation de mon métier, en fait, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, parce que l'État a lancé énormément d'appels d'offres pour développer l'éolien en mer. Et je fais partie aujourd'hui, je coordonne une partie de la réponse à ces appels d'offres, donc que ce soit en Normandie, en Bretagne Sud, en Méditerranée. Voilà, pour toujours travailler sur cette approche territoriale et cette approche environnementale et minimiser l'incidence des projets sur le milieu. Il faut saisir les opportunités. Ce qui est important, c'est de voir large, de ne pas hésiter à la mobilité, aux expériences diverses et variées. C'est ce qui fait un parcours riche et c'est ce qui fait qu'après, on peut avoir des jobs super intéressants et avec plein de challenges et plein de défis à relever. Et il y a beaucoup de choses à faire en environnement encore. Donc effectivement, les Côtes d'Armor ont une façade maritime assez grande. C'est pour ça que l'on retrouve beaucoup de métiers en lien avec le maritime. Et on vient d'en voir 2 exemples. Pauline, existe-t-il des formations dans le domaine de la biologie, de la physique ou de la chimie sur Saint-Brieuc Agglomération ? Il existe effectivement plusieurs formations, notamment le bac STL, Sciences et Technologies de Laboratoire, qui peut exister sur le territoire, mais également des classes préparatoires aux grandes écoles, qui du coup permettent d'obtenir une formation assez complète et générale de haut niveau en sciences. Et l'essentiel de l'enseignement porte sur des disciplines telles que les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences de l'ingénieur. Et il existe d'autres filières, notamment dispensées à l'IUT de Saint-Brieuc, qui est la génie biologie et les sciences et génie des matériaux à Saint-Brieuc, à l'IUT. Très bien, merci Pauline. Ce qui permet de faire le lien avec la prochaine vidéo. Voici maintenant le témoignage d'un enseignant en sciences et génie des matériaux. Je m'appelle Gaël Lespard, je suis enseignant donc, à l'IUT de Saint-Brieuc en sciences et génie des matériaux. Je fais suivre à des élèves des cours qui portent plus sur les matériaux polymères ou les matériaux composites. Principalement donc, la transmission de connaissances, réussir à former proprement un étudiant pour lui faire atteindre un niveau qui correspond à ce qui est attendu à l'issue de la formation et surtout sur le marché du travail. La première compétence d'un point de vue pédagogique, c'est réussir à vulgariser l'information et l'adapter au niveau scientifique de l'étudiant. La deuxième vraie compétence, c'est forcément l'expertise scientifique. Troisième compétence qui est importante, c'est la capacité à rester à niveau, s'informer, rester curieux. La qualité principale, c'est la patience, mais à la fois être rigoureux. Donc ça va nous amener à situer un niveau de tolérance pour que il reste quand même un certain niveau d'apprentissage et une certaine exigence d'apprentissage. Il y a des tolérances qui sont dans l'enseignement, dans les études supérieures, très différentes. Là, on veut inclure toute la promotion tout au long de notre formation. Donc c'est pour ça que le niveau de tolérance est plus élevé. Entre rigueur et patience, savoir situer les curseurs au bon niveau. On va aller donc soit en amphithéâtre, donc pour venir présenter dans ce cas-là un cours magistral aux étudiants. Donc les cours magistraux, c'est là où on va présenter on va dire les principales lignes directrices de nos enseignements. Et ensuite, on va appliquer ça donc de 2 manières, soit en exercice sur table, donc en travaux dirigés,
soit en travaux pratiques. Je peux avoir par exemple une heure d'amphi de 8h à 9h, ensuite une pause d'1 heure, 2 heures de travaux dirigés, et dans l'après-midi, donc 3 heures de travaux pratiques avec des groupes différents. On a généralement 20% de cours en amphithéâtre, 40% de travaux dirigés et 40% de travaux pratiques. À ça viennent s'ajouter les projets. Et en fait, être très soucieux de son environnement de travail et être conscient de son environnement de travail. On travaille très souvent quand on est enseignant sur des machines qui sont dangereuses, soit d'un point de vue température, soit d'un point de vue toxicité des produits qui sont autour de nous. On s'est habitué à mettre des équipements de protection. On s'est habitué aussi à avoir une certaine rigueur dans la manipulation de certaines machines. Et donc c'est rester en éveil face à ces machines pour transmettre ces exigences et ces gestes à nos étudiants. En termes d'horaire de travail, donc ça va être assez différent selon les journées. Ça peut être du 8h, 17h, comme ça peut être du 9h, 19h. Forcément, il y a les débuts de semestre qui sont un petit peu plus chargés parce qu'on va essayer de revoir un petit peu son cours, modifié par rapport à l'année précédente. Le milieu de semestre va être un petit peu moins chargé parce qu'en fait, on va vraiment être dans l'application de tout ce qu'on a préparé en début de semestre. Et la fin de semestre, avec toutes les évaluations à préparer puis à corriger, va être généralement la période la plus chargée du semestre pour un enseignant. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur, et ensuite je suis venu directement ici, donc à l'IUT Sciences et Génie des matériaux de Saint-Brieuc. J'ai vraiment pu découvrir différents matériaux et me spécialiser plus dans la mécanique. Et donc à la sortie de mon IUT, j'ai candidaté à une école, donc l'UTC, Université de Technologie de Compiègne, pour passer un diplôme d'ingénieur en mécanique des matériaux. Suite à ça, j'ai cherché à travailler dans l'industrie du nautisme et je m'apercevais que ça rentrait plus forcément dans mes valeurs, surtout d'un point de vue éthique, par rapport à ce qui était produit et même à ce qui était demandé, que ce soit aux opérateurs ou aux cadres d'ailleurs. Et en fait, j'étais toujours en contact donc, avec l'équipe enseignante de l'IUT. C'était une très bonne opportunité pour moi, qui avait toujours un petit peu réfléchi, mais trop tard, à l'issue de mon école d'ingénieur, à la possibilité d'enseigner. C'est très important en fait au sein des enseignants d'avoir des profils classiques, donc passer par des agrégations, et des profils comme le mien, parce que ça vient apporter, nous, dans nos phases de réflexion, quand on propose surtout des projets et des travaux pratiques aux étudiants, d'avoir un aspect très théorique, 100% pédagogique, et un aspect plus sur ce qui est pertinent d'un point de vue industriel et par rapport aux attentes que vont avoir les entreprises pour donner les bonnes compétences à nos étudiants. C'est pas parce qu'on a une petite faiblesse en maths ou une petite faiblesse en physique ou une petite faiblesse en chimie qu'on ne va pas pouvoir la rattraper quand ce sera appliqué dans les études supérieures. On a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent chez nous et qui ont le bac au rattrapage, par exemple, et qui finissent par sortir en tête de promo parce qu'ils ont vraiment accroché par rapport aux enseignements et qui arrivent après à sortir avec des très bons diplômes d'ingénieur et à avoir des très hauts postes dans l'industrie. Donc c'est vraiment ne pas lier ce qui peut être vu au lycée à des métiers. Ce qui est vu au lycée, c'est des bases pour après pouvoir les appliquer dans les études supérieures, mais ce n'est pas le contenu des études supérieures. Pauline, quelles sont les formations proposées à l'IUT dans le domaine des sciences et génie des matériaux ? Donc, en fait, à l'IUT, il existe notamment le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, sciences et génie des matériaux, qui est d'un niveau Bac plus 3 et qui, justement, remplace les anciens DUT. Et également licence professionnelle, animateur qualité, sécurité, environnement. Suite à ces formations, les élèves peuvent poursuivre en école d'ingénieur, mais aussi s'insérer professionnellement dans différents domaines assez variés, comme l'aéronautique, le nautisme, le loisir, le bâtiment, la construction navale, la qualité et encore plein d'autres domaines, mais en tout cas c'est assez vaste en termes de débouchés. Pour finir, voici deux autres portraits scientifiques, un technicien en laboratoire et une agent de stérilisation de l'hôpital Yves Le Foll. Je m'appelle Marine Baucher, je suis technicienne de laboratoire au CH de l'hôpital de Saint-Brieuc depuis 2009, donc ça fait 13 ans maintenant, et je suis spécialisée en bactériologie. Notre travail, c'est de réaliser des analyses qui ont été prescrites par les médecins des différents services de l'hôpital
afin de faciliter les diagnostics et d'améliorer la prise en charge des patients. Je vais vous donner un exemple tout simple. On va recevoir un prélèvement urinaire d'un patient dans un service qui a probablement une cystite. Alors nous, on va traiter le prélèvement, on va compter les globules blancs, voir s'il y a vraiment une infection, regarder s'il y a des bactéries. S'il y en a, on les met à pousser en culture. Une fois qu'elles ont bien poussé, on les identifie et après les avoir identifiées, on teste des antibiotiques sur ce germe pour trouver le traitement le plus adéquat pour le médecin qui puisse le donner au patient. Il faut quand même avoir un niveau pas trop mauvais en biochimie, chimie et SVT. Après les maths, on fait rien de très très compliqué en maths, mais il faut avoir les bases quand même. Je dirais la rigueur, la maîtrise de soi, pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir travailler avec les services, pour pouvoir gérer le stress, comme je vous disais, être minutieux, savoir rester concentré. On est un labo qui est assez polyvalent, donc on tourne sur à peu près tous les postes qu'il y a en bactériaux. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, donc on fait un peu de tout. La journée type, pour moi aujourd'hui, j'ensemence les prélèvements du jour, donc je prépare ma paillasse, je m'assure d'avoir assez de matériel, et ensuite je réceptionne tout ce qui descend des services, et je m'occupe du pré-traitement de tous les échantillons qu'ensuite je mets en culture pour que les collègues puissent les lire à 24 heures et à 48 heures. On est ouvert 24 heures sur 24, donc on a des plannings avec les horaires qui changent régulièrement. On fait des horaires du matin, des horaires du soir, des horaires de nuit. Une urgence peut arriver à n'importe quelle heure et il faut savoir la différencier des autres prélèvements de routine qui peuvent être envoyés. Donc des fois, il faut savoir gérer la quantité de travail, le stress. On travaille tous de la même façon, afin de pouvoir justement tourner sur tous les postes. Donc on apprend à nos stagiaires et à nos petits jeunes à travailler de la même façon que nous, comme ça notre travail est toujours égal et on rend à peu près tous les mêmes choses. J'ai toujours aimé la biologie, c'était ma matière préférée, donc c'est un métier qui est venu tout naturellement à moi. Et je suis allée faire des stages dès la 3e. Dans un laboratoire. Ça avait duré que 2 jours, mais ça m'avait enchantée. Donc je suis partie directement là-dedans. J'ai passé un bac STL, sciences et techniques de laboratoire, et ensuite un BTS d'analyse biologie médicale à Nantes. Et j'ai été embauchée avant de faire ma licence suite à mon stage. C'est un travail qui est pas du tout routinier, parce que du coup on change très souvent de poste. On est en évolution constante au niveau des technologies, donc on se forme au moins une fois par an, on a des formations pour des remises à niveau, pour apprendre à utiliser des nouvelles machines, des nouvelles techniques, en particulier avec la biologie moléculaire en ce moment, et les PCR. J'aime ce métier parce qu'on a un petit peu l'impression d'aider les patients et de les soigner quand même à notre petite échelle à nous, même si on ne les voit pas. Pour tout ce qui est dosage de biochimie et coagulation et de l'hématologie, on a de plus en plus de machines, donc c'est de la technologie de pointe, des nanotechnologies, donc les techniciens ont besoin d'être bien formés. Parce qu'en cas de panne ou de petits problèmes sur les machines, il faut savoir dépanner. Et puis bien sûr la PCR, donc là c'est des nouvelles techniques qu'on apprend en biologie moléculaire. L'hygiène, la qualité, la sécurité, pour pas contaminer les prélèvements. Il faut aimer la science, il faut aimer la biologie, il faut aimer le vivant, il faut aimer s'occuper des patients aussi pour travailler dans le médical quand même, il faut pouvoir faire ça. Après si on aime, moi je trouve que les stages c'est ce qui est le plus important, il faut essayer de venir... Essayer de venir voir comment ça se passe et pour choisir sa formation et surtout y aller au feeling. Je m'appelle David Delefloïc, je suis aide-soignant de métier et je suis actuellement agent de stérilisation. La stérilisation, ça a pour but de détruire tout micro-organisme ou bactéries ou autres sur l'instrumentation chirurgicale. Toute l'équipe ici est conscient que le patient est derrière l'instrument, il y a un chirurgien, il y a des professionnels derrière qui utilisent ce matériel. Le matériel arrive de différents services sur l'hôpital et essentiellement sur le bloc opératoire. Il y a différents process, différentes étapes au niveau de la stérilisation. On prend le matériel qui a été pré-désinfecté. On enlève tout ce qui est protéines, sang, fluide sur l'instrumentation et ensuite on les met en laveur. Ensuite il y a le procédé du conditionnement. Le conditionnement consiste à revérifier tout ce qui est sorti du laveur, tout le matériel de A à Z. On le conditionne en sachet
en papier double feuille ou conteneur. Le matériel est ensuite mis à l'autoclave et il subit différents cycles pendant 1h30. Et ensuite, on les dispatche sur des chariots selon les spécialités. Ensuite, le bloc opératoire les remet dans leurs différents secteurs. Être minutieux, méticuleux, savoir travailler en équipe, de la polyvalence parce qu'on est amené à bouger sur différents postes. L'informatique, c'est important d'avoir des compétences de base sur tout ce qui est Word, Excel, mais c'est surtout, on a un logiciel de stérilisation qui est relié aussi au bloc opératoire. Lorsqu'on prend sa prise de poste, ou lorsqu'on est tout nouveau, il faut se familiariser assez vite sur ce logiciel. Il y a des postes du matin, des postes de journée, des postes d'après-midi. On fait quelques week-ends, ainsi que des astreintes. On a des ports de charge aussi au lavage quand on récupère le matériel du bloc opératoire. Le bruit est un facteur qui peut être problématique lors de la réflexion de l'instrumentation, enfin des boîtes opératoires. Après mon BEP sanitaire et social, j'ai passé le concours aide-soignant. J'en ai passé 3 exactement. Et j'ai été retenu sur un. J'ai été sur l'école d'Iffignac pendant 1 an de formation. J'ai commencé dans les services, mais côté privé. Ensuite, je suis rentré à l'hôpital directement au bloc opératoire, en tant que brancardier dans un premier temps. Et ensuite, je suis rentré dans le bloc, dans différents secteurs opératoires, pendant à peu près 16 ans. Mes missions, c'était de prendre en charge les patients qui arrivaient, de brancarder des patients dans les différents secteurs opératoires selon là où j'étais affecté. En fait, j'avais fait un petit peu le tour. Je voulais quelque chose de plus technique, voilà, tout ça, et puis changer. Alors j'ai eu l'opportunité de passer un entretien. J'ai été retenu. Et donc effectivement, il y a une formation d'1 an. Sur les 1 an, on va aller sur les différents postes. Le lavage, le conditionnement et la partie autoclave. On a une partie théorique, bien sûr, qui dure à peu près 3-4 jours, avec différents intervenants, le pharmacien, ma cadre qui participe aussi, différents intervenants des agents techniques. On a un petit examen qu'on doit passer à la suite de ça, qui dure à peu près 2 heures sur un type QCM. Ça nous permet d'avoir notre conduite d'autoclave. Sans cet examen, on ne peut pas prétendre travailler auprès des autoclaves. Dans tout métier, il y a plein de variantes. Moi, en tant qu'aide-soignant, je ne pensais pas, il y a 16 ans ou 20 ans, atterrir dans un service comme la stérilisation. Et maintenant, j'y suis, et donc du coup, c'est vrai que ça fait évoluer en fait. On évolue sur différents postes, et c'est plutôt agréable dans sa vie professionnelle. La santé est un domaine scientifique qui regroupe une multitude de métiers. Pauline, quelle formation liée à la santé existe-t-il sur Saint-Brieuc-Aglo ? Alors, il existe toute une série de formations dans le domaine de la santé, de manière générale, parce qu'en fait, en fonction du métier visé, on va avoir différentes formations qui peuvent exister. Tout d'abord, on peut retrouver le bac professionnel ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, mais aussi le bac technologique ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, et pour poursuivre, le BTS SP3S. Donc ça, c'est des cursus qui sont possibles et accessibles dans Saint-Brieuc Agglomération. On peut aussi parler de l'IFPS, qui est l'Institut de formation aux professions de santé, qui est aussi basé à Saint-Brieuc et qui prépare notamment le diplôme d'état d'aide-soignante, d'infirmier, d'ambulancier. Il existe également sur le campus Mazier, du coup, les licences avec l'option Accès Santé, mais également la licence PASS, donc PASS qui est la licence Parcours d'accès spécifique aux études de santé. Sinon, pour aller plus loin, on peut aussi retrouver le BP préparateur en pharmacie, mais aussi le BTS diététique. Vous pouvez retrouver l'offre de formation scientifique sur Saint-Brieuc Armor Agglomération en consultant le site internet sup.côtedarmor.fr. Et ce week-end, Pauline, c'est la fête de la science. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que la fête de la science ?
Donc oui, ce week-end, il y a la fête de la science où on organise, nous, un village des sciences où on va pouvoir retrouver une multitude de stands de professionnels dans le domaine scientifique qui vont être là pour vous faire des démonstrations, proposer des animations, faire des jeux pour découvrir les sciences de manière ludique. Donc c'est vraiment l'occasion là pour vous, de manière familiale ou en individuel, pour les grands ou pour les petits, de venir un peu se renseigner sur les sciences de manière ludique à travers la rencontre de différents stands et de différents professionnels présents tout le long du week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous donc, de nous avoir suivis en fait, lors de cette soirée. Nous vous invitons en fait, à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et consulter régulièrement la programmation sur notre site www.citedesmétiers22.fr. Bonne soirée.